Ma sœur m'a humilié, mon père m'a renié. Je suis devenue serveuse à son mariage pour lui donner une leçon. J'ai engagé mon pick-up dans l'allée circulaire du Grand Oak à Vennes, la boue séchée le long des passages de roues, vestige de l'inspection du vignoble de ce matin. Le volant sentait encore faiblement le diesel et la terre humide. Je portais mon pull en cachemire préféré de €, couleur crème et doux comme un murmure, assorti à un pantalon kit anthracite qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le luxe discret. Le genre de richesse qu'il faut savoir reconnaître. Un voiturier sous contrat, en uniforme bordeaux, m'a intercepté avant même que je puisse passer en mode parking. Son visage s'est tordu en une grimace laide en voyant le camion. « Madame, vous ne pouvez pas vous garer ici. » Il a agité son presse-papier comme une arme. « Le cercle VIP est réservé aux invités. » J'ai cligné des yeux. « Je suis une invitée. » C'est ça. Son rire était sec. Les véhicules de service utilisent la zone de chargement, à l'arrière. Vous devez bouger. Maintenant. Une chaleur m'est montée au cou. Mais avant que je puisse répondre, ma sœur Cassidy est sortie en trombe par les portes dorées de l'hôtel. Son visage était pâle, presque verdâtre sous son maquillage. Elle portait de la soie ivoire, sa robe du dîner de répétition, et ses mains s'agitaient comme des oiseaux piégés. « Héloïse ? Attends. » Elle s'est positionnée entre moi et le voiturier. Mais elle ne me défendait pas. Elle me bloquait. Ses yeux se sont tournés vers la terrasse, où des groupes d'invités tenaient des flûtes de champagne, leur rire porté par le vent d'octobre. « Cass, qu'est-ce que... » « S'il te plaît. » Son murmure a coupé mes mots. Papa, sa femme Linda, et les Sterling nous regardent depuis la terrasse. Peux-tu juste utiliser l'entrée de service ? Ses doigts ont agrippé mon avant-bras, ses ongles s'enfonçant dans le cachemire. Ton camion, tes vêtements. Ils penseront de toute façon que tu fais partie du personnel. S'il te plaît, ne me fais pas honte aujourd'hui. Les mots ont atterri comme une gifle. Je suis resté là, figé, mon cerveau luttant pour traiter ce que ma petite sœur venait de dire. La sœur que j'avais aidé à élever après la mort de notre mère. La sœur dont j'ai payé les frais de scolarité, quand papa a refusé parce qu'elle avait choisi le théâtre plutôt qu'une école de commerce. Je suis la propriétaire de cet hôtel. J'ai acheté le Grand Oak à Vennes il y a 2 ans, le joyau de la couronne d'Humour Hospitality Group. Mon groupe hôtelier. Je pourrais virer ce voiturier méprisant d'un simple coup de fil. Je pourrais annuler tout ce mariage avec 3 mots adressés à Marcus, mon directeur général. Mais Cassidy ne le sait pas. Personne dans ma famille ne le sait. Et en ce moment, en regardant le visage désespéré de ma sœur, ce secret me donnait l'impression d'avaler du verre. Ils penseront que je fais partie du personnel, ai-je répété lentement. Le soulagement de Cassidy fut immédiat, et dégoûtant. Merci de comprendre. Reste juste en arrière-plan aujourd'hui, d'accord ? Les Sterling sont. Ce sont des gens importants. De la vieille fortune. L'aristocratie de la côte est. Ce mariage est ma seule chance d'avoir une belle vie. Elle m'a serré le bras une fois, puis s'est dépêchée de rentrer, ses talons claquant contre le marbre. Le voiturier a souri d'un air suffisant, se détournant déjà pour accueillir une Tesla qui arrivait derrière moi. L'appel téléphonique d'hier avec mon père tournait en boucle dans ma tête. Sa voix, tendue d'avertissement, si tu viens à ce mariage, reste invisible. Les Sterling sont de la vieille fortune. C'est la seule chance de Cassidy d'avoir une belle vie. Ne gâche pas ça avec tes échecs. Mes échecs. Le diplôme de commerce de Stanford. L'empire hôtelier que j'ai bâti à partir d'un unique bed and breakfast à Napa. La fortune discrète que j'ai amassée pendant qu'il était trop occupé à m'ignorer pour le remarquer. J'ai envie de crier. J'ai envie de monter sur cette terrasse et de dire à mon père qui possède exactement le sol sur lequel il se tient. Mais cette chose désespérée et laide en moi, la partie qui désirait encore son approbation, me clouait sur place. Peut-être que si j'aide la journée de Cassidy à être parfaite, il me verra enfin comme autre chose qu'une déception. J'ai contourné le bâtiment pour me rendre à l'entrée de service, une humiliation brûlante dans ma poitrine, comme un reflux acide. La cuisine était un chaos. Le chef Laurent, un Français compact à la voix de corne de brume, hurlait sur un commis à propos de pommes de terre pas assez cuites. Des serveurs se précipitaient, portant des plateaux. L'air sentait le beurre clarifié et la panique.
Puis j'ai vu le vrai problème, des caisses de vin blanc millésimées posées sur le comptoir, de la condensation perlant sur le verre. Ils étaient chauds. La machine à glace, une bête commerciale dans le coin, goûtait pathétiquement, son moteur silencieux. Le chef Laurent m'a repéré, ses yeux balayant mon pull en cachemire et mon pantalon sur mesure. Il a pris une décision en une demi-seconde. Vous? De l'agence? Il n'a pas attendu de réponse, m'a juste poussé une caisse de bouteilles de vin. Emmenez ça au réfrigérateur. Je devrais partir. Je devrais sortir, monter dans mon camion, et laisser ce désastre se dérouler naturellement. Laisser Cassidy servir du vin chaud à sa précieuse famille Sterling. Laisser papa gérer les retombées. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé la caisse et j'ai attrapé un grand seau en métal. Glace. Eau. Sel. J'ai travaillé vite, mes mains se souvenant de la chimie que papa n'avait jamais jugé bon d'enseigner à ses filles. Le sel abaisse le point de congélation. Le bain de glace évacue la chaleur plus vite que l'air. 4 minutes. C'est tout ce qu'il faut. J'ai sorti une bouteille et l'ai pressée contre l'intérieur de mon poignet. Température parfaite. Le chef Laurent m'a dévisagé comme si je venais d'effectuer une opération chirurgicale. Où avez-vous appris ça? Par-ci, par-là. J'ai croisé son regard. Vous avez besoin de plus d'aide ce soir? Il m'a jeté un gilet d'hôtel, bordeaux avec des boutons dorés. Couvrez ses vêtements de ville. Vous pouvez travailler. J'ai boutonné le gilet par-dessus mon cachemire. Il était bien ajusté, me transformant de l'échec invisible au personnel invisible. Quelque chose a basculé en moi, froid et calculateur. S'ils ne veulent pas de moi dans la lumière, je travaillerai dans l'ombre. Je m'assurerai que le mariage de Cassidy soit impeccable, et peut-être qu'alors, papa admettra enfin que je ne suis pas une ratée. Je prouverai que j'ai ma place, même si je dois le faire en portant l'uniforme de quelqu'un d'autre. Je me déplaçais dans la salle de bal avec des flûtes de champagne en équilibre sur un plateau d'argent, invisible dans ce gilet bordeaux. Les invités circulaient autour de moi comme si j'étais un meuble. Une femme en Chanel m'a frôlé sans même jeter un regard à mon visage. Parfait. Puis j'ai repéré Marcus près du bar, et mon estomac s'est noué. C'est mon directeur général, l'homme que j'ai engagé il y a 18 mois après l'avoir débauché du Four Seasons. Il sait exactement qui signe ses chèques de paie. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce, et j'ai vu son visage passer par la confusion, la reconnaissance, puis le choc absolu. J'ai pressé mon doigt contre mes lèvres. Un clin d'œil rapide. L'expression de Marcus s'est lissée, comme s'il avait enfilé un masque. Il a fait le plus petit des hochements de tête, puis s'est détourné, redirigeant un serveur vers la cuisine, me laissant continuer mon jeu. Le soulagement m'a envahi, chaud et rassurant. Au moins, quelqu'un dans ce bâtiment connaissait ma valeur. J'ai fait le tour vers le coin sud de la salle de bal, où de lourds rideaux de velours encadraient une petite alcôve avec des chaises de style Louis XVI. C'était censé être un coin salon privé pour les invités plus âgés ayant besoin de se reposer. En ce moment, il était occupé par 2 personnes qui ne voulaient clairement pas être entendues, Béatrice Sterling et son fils, Preston. J'ai ralenti mon approche, laissant mes pas se fondre dans le bruit ambiant des verres qui teintaient de la musique du quatuor à cordes. Ils se disputaient à voix basse, le collier de diamants de Béatrice captant la lumière alors qu'elle se penchait en avant. « Mère, c'est insensé. » La voix de Preston portait une pointe de rire nerveux. « Vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à réussir ça. » Baisse la voix. Le ton de Béatrice aurait pu geler de l'eau. « Et si, je peux. J'ai déjà payé le technicien du son 2000 € en espèces. Pendant le toast, il remplacera ce montage photo mielleux par la vidéo. » Mes mains se sont resserrées sur le plateau. Les flûtes de champagne ont tremblé, un léger tintement qui a fait que Preston a jeté un regard dans ma direction, mais ses yeux sont passés juste à côté de moi. Juste le personnel. Invisible. Quelle vidéo, a demandé Preston. Cassidy à sa soirée de sororité. 2e année. Complètement ivre. En train de pleurer parce que personne ne l'aime vraiment, se ridiculisant complètement. Le sourire de Béatrice était assez acéré pour couper du verre. J'ai demandé à quelqu'un de fouiller dans de vieilles publications sur les réseaux sociaux. C'est délicieusement pathétique. Mon sang s'est glacé. Une humiliation publique? Preston semblait presque impressionné maintenant. Mère, c'est cruel, même pour vous.
C'est stratégique. Béatrice a examiné sa manucure, la voix plate et professionnelle. La faire se sentir si petite, si indigne de nous, qu'elle croira que signer le contrat de mariage est sa seule façon de gagner notre pardon. Les femmes brisées sont des femmes obéissantes, Preston. Ton père me l'a appris. Elle signera pour renoncer à la dot et à la fiducie de sa grand-mère, juste pour que la honte cesse. Les flûtes de champagne tremblaient plus fort maintenant. J'ai forcé ma main à rester immobile, mais quelque chose de chaud et de vif montait dans ma poitrine. Ce n'était pas du snobisme. Ce n'était même pas de la cruauté ordinaire. C'était prédateur, une attaque psychologique calculée, conçue pour détruire le sens de soi de ma sœur si complètement qu'elle renoncerait à son autonomie financière. Cassidy est peut-être faible, vaniteuse et désespérée d'approbation, mais elle ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Preston s'est agité sur sa chaise, et j'ai surpris l'éclat de sa Rolex, celle dont il s'était vanté au dîner de répétition la veille, prétendant qu'elle était vintage. J'ai vu assez de contrefaçons pour en repérer une de l'autre côté d'une pièce. Et si elle ne signe pas, a demandé Preston. Alors nous passons à l'étape supérieure. Mais elle le fera. Elles le font toujours. Béatrice s'est levée, lissant sa robe. Maintenant, va trouver ton frère et assure-toi qu'il occupe Cassidy. Je dois confirmer que le technicien a correctement chargé le fichier. Ils sont passés devant moi en direction des portes de la terrasse, et je suis resté là, avec un plateau de champagne et la tête pleine de rage. Mes mains étaient stables maintenant. La sœur blessée en moi, celle qui voulait l'approbation de papa au point de porter ce gilet, avait disparu. La PDG était là, à la place. Froide. Analytique. Stratégique. Je ne peux pas simplement arrêter le mariage. Si je fais ça, Cassidy m'en voudra. Elle croira les mensonges des Sterling, pensera que j'ai saboté son bonheur par jalousie. Papa sera d'accord, et je serai la méchante pour toujours. J'ai besoin de preuves. Des preuves solides, irréfutables, qui détruisent complètement l'avantage des Sterling. Je me suis retiré vers un poste de service près de l'entrée de la cuisine et j'ai posé mon plateau. Mon cerveau travaillait déjà sur le problème, comme une feuille de calcul. J'ai besoin de deux choses, le fichier vidéo source que Béatrice a donné aux techniciens du son, et une documentation officielle de leur faillite. Des archives judiciaires. Des états financiers. Quelque chose de concret que même mon père ne pourra pas ignorer. Si je me révèle maintenant, sans preuve, les Sterling présenteront cela comme l'acte d'une sœur aînée jalouse et vengeresse, qui ne supportait pas de voir Cassidy réussir. Ils me dépeindront comme instable, obsessionnel. J'ai besoin qu'il s'expose d'abord. Madame ? Marcus est apparu à côté de moi, sa voix à peine un murmure. J'ai vu que vous avez entendu quelque chose. Tout va bien ? Je me suis tourné vers lui, en gardant une expression neutre. Vérifiez le statut du compte Sterling. Discrètement. Il n'a pas posé de questions, a juste sorti son terminal mobile, ses doigts se déplaçant sur l'écran avec une efficacité bien rodée. Au bout de 30 secondes, son visage est devenu pâle. Des alertes importantes sur la carte de crédit, madame. Le système a tenté de faire passer le paiement final pour la réception de ce soir 3 fois. Toutes refusées. Fonds insuffisants. Il a levé les yeux, son regard sombre d'inquiétude. Et il y a des rumeurs dans le secteur, à propos d'un dépôt de bilan sous le chapitre 11. Des rumeurs, pas des preuves. J'ai besoin des documents officiels. Les archives de faillite du passé. Le fichier son. Tout disposé si clairement que même mon père ne pourra pas déformer le récit dans sa tête. J'ai jeté un coup d'œil vers le couloir de service restreint qui mène au bureau de la sécurité et à la salle des serveurs centraux, la même pièce où toutes les connexions audiovisuelles se rejoignent, où le technicien du son aurait téléchargé ses fichiers. Reste ici, Marcus, ai-je dit doucement. Je dois accéder au terminal sécurisé. Sa mâchoire s'est crispée, mais il a hoché la tête. Soyez prudente. Je me suis glissé dans le couloir, les bruits de la fête s'estompant derrière moi. Mon cœur battait régulièrement, résolument. Je n'avais pas peur. J'étais concentré. Les Sterling veulent briser ma sœur. Ils sont sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on menace quelqu'un qu'une mour aime vraiment. Preston Sterling m'a attrapé près du bar, pendant une accalmie entre deux services de champagne. J'équilibrais un plateau vide, essayant de rester invisible,
quand sa main s'est posée sur le bas de mon dos. Trop bas. Trop familier. Attention, ma belle. Il s'est penché si près que j'ai senti le scotch et une eau de Cologne chère se disputer la domination. Son cigare planait au-dessus de mon plateau, la cendre tombant délibérément sur la surface argentée polie. Ce gilet vaut plus que ta voiture. Son rire a percé la musique d'ambiance du piano. Arrogant, laid. Le genre de son qui n'a jamais entendu au nom. Je me suis décalé, mettant de l'air entre nous. Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Il a souri plus largement, ses yeux me parcourant d'une manière qui me donnait la nausée. J'aime ça. Si poli. Declan est-il au courant, ai-je demandé, risquant un regard vers le marié de l'autre côté de la pièce. Preston Harry. Declan pense ce que mère lui dit de penser. Il n'a pas regardé un relevé bancaire depuis 5 ans. Maintenant, Phil. Je me suis éloigné rapidement, jetant le plateau sur un poste de service. Mes mains tremblaient en essuyant les résidus de cendre sur l'argent. Le cachemire sous ce gilet me semblait soudain étouffant. 20 minutes plus tard, je remplissais des flûtes de champagne à l'autre bout de la salle de bal quand un homme en costume Tom Ford a interrompu sa conversation. Ses yeux se sont plissés, étudiant mon visage avec une intensité inconfortable. « Attendez » a-t-il dit en me pointant avec sa flûte. « Je ne vous connais pas ? Le sommet de l'innovation à Austin ? Vous avez donné cette conférence sur l'hôtellerie de luxe durable. » Mon sang s'est glacé. J'ai ouvert la bouche, cherchant une réponse qui ne trahirait pas ma couverture, mais Béatrice Sterling s'est matérialisée comme de la fumée. Son rire était brillant et tranchant comme du verre brisé. Elle a fait un geste dédaigneux de la main, ses diamants captant la lumière. C'est juste le personnel, mon cher. Vous la confondez avec quelqu'un d'important. L'investisseur en technologie a froncé les sourcils, incertain, mais Béatrice l'entraînait déjà. Sa voix m'est parvenue, ses employés d'agence se ressemblent tous dans la pénombre, n'est-ce pas? Je suis resté là, tenant une bouteille de champagne, de nouveau invisible. La femme qui avait fait une présentation devant des cadres du Fortune 500, réduite à un meuble. Quelque chose de chaud et d'amer m'est monté à la gorge. Je dois trouver papa. Je dois le faire écouter avant que ce mariage ne devienne une arme contre Cassidy. J'ai balayé la salle du regard et je l'ai repéré à travers les portes de la terrasse, riant avec Monsieur Sterling. Son visage était rouge de bourbon et de fierté, une main tapant sur l'épaule de l'homme plus âgé. C'est maintenant ou jamais. J'ai posé le champagne et je me suis dirigé vers la terrasse. Mon cœur battait contre mes côtes. J'ai croisé le regard de papa alors qu'il se détournait de Monsieur Sterling, et j'ai fait un signe de tête vers un couloir de service à côté du hall principal. Son expression s'est immédiatement assombrie, mais il a suivi. Le couloir était étroit, bordé de photos encadrées en noir et blanc de l'histoire de l'hôtel des photos que j'avais personnellement sélectionnées. Papa a comblé la distance entre nous, sa respiration forte. Papa, écoute-moi. J'ai gardé ma voix basse et urgente. Les Sterling sont des escrocs. Ils prévoient d'humilier Cassidy pendant la réception pour la manipuler et lui faire signer un contrat de mariage modifié. Ils vont diffuser une vidéo. Son visage est devenu violet. La couleur a commencé à son col et s'est étendue vers le haut, comme du vin renversé. Tu es un poison. Les mots sont sortis, étranglés. Un pur poison de jalousie. Je ne suis pas jalouse, j'essaie de. Tu ne le supportes pas, sa main a jailli, ses doigts s'enfonçant dans le haut de mon bras, à travers le gilet et le cachemire. Tu ne supportes pas que Cassidy ait réussi là où tu as échoué, qu'elle ait trouvé un vrai homme d'une vraie famille, au lieu de te cacher dans une ferme miteuse en prétendant être meilleur que tout le monde. La prise faisait mal. J'ai essayé de me dégager, mais il a serré plus fort. Papa, s'il te plaît. J'ai des preuves. Les Sterling sont en faillite. Ils prévoient de. Dégage de ma vue. De la salive a touché ma joue. Dégage avant que je ne fasse appel à la sécurité pour te faire jeter moi-même. Je me suis forcé à rester calme, à essayer une dernière fois. Papa, je suis la propriétaire de cet hôtel. J'ai des preuves qu'il prévoit de. Assez. Son rugissement a résonné sur les murs du couloir. Un serveur qui passait a sursauté, manquant de faire tomber un plateau. Le visage de papa était maintenant à quelques centimètres du mien, son haleine chaude et aigre. Tu es une menteuse et une honte. Prétendre posséder des hôtels? Pathétique.
C'est exactement pour ça que ta mère aurait honte de toi. Ses doigts se sont enfoncés plus profondément dans mon bras. J'aurai des bleus demain. Si je te revois près de Cassidy ce soir, tu es morte pour moi. Morte. Tu comprends? Quelque chose en moi est devenu très immobile, très silencieux. J'ai passé 29 ans à chercher l'approbation de cet homme, 29 ans à essayer d'être assez intelligente, assez brillante, assez bien pour mériter une fraction de l'amour qu'il déverse sur Cassidy. J'ai acheté une chaîne d'hôtels qu'il admirait. J'ai bâti un empire à partir de rien. Et il vient de me traiter de menteuse, en face. La chose désespérée et affamée en moi, la partie qui croyait encore qu'il pourrait m'aimer un jour, est morte là, dans ce couloir. Je l'ai senti. Ça n'a pas fait mal comme je m'y attendais. C'était comme poser une lourde valise que j'avais portée toute ma vie. Mon père ne m'a jamais aimé. Il a aimé l'idée de ce que je pourrais devenir pour lui, une fille trophée, un symbole de statut. Et quand j'ai échoué à briller de la bonne manière, je suis devenu une cible pratique pour ses déceptions. D'accord, papa. Ma voix est sortie, plate. Vide. Je vais gérer ça à ma façon. Je me suis retourné et je suis parti. Sa respiration rageuse s'est estompée derrière moi, mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. La cuisine était un chaos organisé lorsque j'ai franchi les portes battantes. Le chef Laurent dressait des hors-d'œuvre avec une précision violente, criant sur un sous-chef à propos du dressage. Il a levé les yeux quand je suis entré, a jeté un regard à mon visage, et s'est immobilisé. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Il avait tout vu depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Il avait vu mon père m'attraper, l'avait entendu crier. Le chef Laurent s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est dirigé vers une table de préparation près de la chambre froide. Il a pris sa carte clé maîtresse, celle qui ouvre toutes les portes de cet hôtel, et l'a fait glisser sur la surface en acier inoxydable, vers moi. Pas de mots. Pas de questions. Juste de la loyauté. J'ai pris la carte. Mes doigts se sont refermés sur le plastique, chaud de sa poche. Merci. Il a hoché la tête une fois et est retourné à ses hors-d'œuvre. Derrière moi, la cuisine a repris son chaos organisé. Je me suis dirigé vers le couloir restreint qui mène au secteur audiovisuel et de sécurité. Je connais chaque centimètre de cet hôtel, chaque raccourci, chaque point d'accès, chaque vulnérabilité du système. J'en ai personnellement conçu la moitié lorsque j'ai acquis la propriété. Derrière moi, j'ai senti des yeux sur mon dos. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule et j'ai surpris Béatrice Sterling, m'observant de l'autre côté de la salle de bal. Sa flûte de champagne s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se sont plissés, suivant la serveuse qui venait d'entrer dans une zone restreinte comme si elle en était la propriétaire. Ce qui, bien sûr, est le cas. Je me suis dirigé vers le couloir restreint, le dos droit, les pas délibérés. Les caméras de sécurité, montées dans les coins, suivaient mon mouvement. Je comptais dessus. Derrière moi, les talons de Béatrice Sterling claquaient sur le carrelage comme des coups de feu. Elle me suivait. Bien sûr qu'elle le faisait. Les paranoïaques supposent toujours que tout le monde complote contre eux, probablement parce que c'est tout ce qu'ils font eux-mêmes. Excusez-moi. Sa voix a percé le couloir. Où croyez-vous aller? Je n'ai pas ralenti. La carte clé maîtresse du chef Laurent pesait lourd dans ma poche, et la porte du secteur audiovisuel était à 6 mètres. 5. 3. J'ai dit, arrêtez-vous. Son cri a résonné sur les murs. J'ai tendu la main vers le lecteur de cartes, mais la main de Béatrice s'est abattue sur mon épaule, ses ongles s'enfonçant dans le gilet. Sécurité, hurlait-elle maintenant, assez fort pour briser du cristal. Arrêtez-la. Cette femme est une voleuse. Je l'ai vue prendre le portefeuille d'un invité au vestiaire. 2 agents de sécurité sous contrat ont déboulé du coin du hall. De nouvelles recrues. Je ne reconnaissais aucun d'eux, ce qui signifiait qu'ils ne me reconnaissaient certainement pas parfait. Béatrice m'a pointé du doigt comme si j'étais un cafard qu'elle avait trouvé dans sa salade. Fouillez-la. Elle rôde dans les zones restreintes toute la nuit. Jetez-la dans la salle de détention de la sécurité jusqu'à l'arrivée de la police. Éloignez-la des invités. Mon père est apparu à l'entrée du couloir. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. Je l'ai regardé analyser la scène, sa fille, accusée de vol par une invitée du mariage. Il pouvait me défendre.
Il pouvait poser des questions. Il pouvait faire littéralement tout ce qu'un parent devrait faire. Il a tourné le dos et s'est éloigné. Les gardes m'ont attrapé les bras. Leur prise était ferme mais pas brutale. Ils faisaient juste leur travail, suivant les ordres hystériques d'une femme en robe de créateur qui avait l'air d'être à sa place, contrairement à moi dans mon gilet emprunté. Preston Sterling s'est approché, les mains dans les poches, ce sourire les plaquait sur son visage. Les déchets finissent toujours par se révéler, n'est-ce pas? Béatrice vibrait pratiquement de triomphe. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. La façon dont elle n'arrêtait pas de fixer notre famille, d'écouter les conversations privées. Elle a probablement repéré l'hôtel toute la semaine. S'il vous plaît, ai-je laissé ma voix trembler? J'ai laissé mes épaules se replier. Je n'ai rien pris. Je le jure. L'un des gardes a fouillé mes poches. Il a sorti la carte clé du chef Laurent et mon téléphone. Rien d'autre. Pas de portefeuille. Le visage de Béatrice a rougi, mais elle n'a pas reculé. Elle l'a probablement déjà caché quelque part. Débarrassez-moi d'elle avant qu'elle ne gâche le mariage de mon fils. Les gardes ont échangé un regard. Le plus grand a haussé les épaules. Nous la garderons jusqu'à ce que nous puissions régler ça, madame. Ils m'ont emmené dans le couloir, passant devant la cabine audiovisuelle où deux des gardes du corps privé des Sterling se tenaient comme des sentinelles, passant devant les placards de fourniture, les salles de détention en maintenance. Le plus petit garde a marmonné, odeur de peinture. Utilisez le local de maintenance des serveurs, a dit l'autre. Il se verrouille de l'extérieur. Ils m'ont poussé dans une pièce exiguë et sans fenêtre qui sentait l'ozone et la poussière, juste une chaise en métal coincée entre des racks d'équipements clignotants. La porte s'est verrouillée avec un clic lourd. Leurs pas se sont estompés dans le couloir, ainsi que le rire satisfait de Béatrice. J'ai compté jusqu'à 10 dans l'obscurité. Puis j'ai relevé la tête. Des erreurs ont été commises. Les Sterling pensaient neutraliser une menace. Au lieu de cela, ils venaient de m'enfermer dans le centre névralgique de tout l'hôtel. Juste là, vrombissant à côté de mon genou, se trouvait le rack de serveurs auxiliaires et, surtout, le port de maintenance administrateur. J'ai souri. Je me suis approché du panneau mural et j'ai sorti mon téléphone. Les gardes avaient pris la carte clé du chef Laurent, mais pas ça. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ce n'est qu'un téléphone pour eux. Pour moi, c'est la clé maîtresse de tout. J'ai connecté le câble au port administrateur. Mes doigts ont bougé rapidement sur l'écran, une mémoire musculaire de 2 ans a supervisé personnellement chaque mise à niveau de système dans chaque propriété du Moore Hospitality Group. D'abord, la base de données passée. J'ai téléchargé les documents officiels de faillite, Sterling Industries LLC, chapitre 11, dépôt daté d'il y a 2 semaines, saisie des actifs, liste des créanciers longue de 3 pages, dette totale dépassant les 4 millions d'euros. Deuxièmement, les registres de paiement interne de l'hôtel. J'ai filtré par la date d'aujourd'hui, par les transactions en espèces, par les montants supérieurs à 1000 euros. C'était là, un paiement en espèces de 2000 euros, enregistré pour service sonore, demande spéciale, avec la mention OBE Sterling, personnel. Troisièmement, le fichier vidéo lui-même. J'ai navigué dans le serveur de présentation, passant devant le diaporama légitime que Cassidy avait approuvé, jusqu'au fichier caché en attente de lecture pendant le toast. Le nom du fichier m'a retourné l'estomac, Cassidy soirée échec final.mp4. J'ai regardé 30 secondes. Ma sœur, ivre à une soirée de sororité, le mascara coulant, trébuchant sur ses mots tandis que des étudiants riaient en arrière-plan. Elle pleurait à propos de quelque chose, ses mots pâteux et pathétiques. La caméra zoomait sur son visage au pire moment. Ma mâchoire s'est crispée si fort que mes dents m'ont fait mal. J'ai fermé la vidéo et j'ai ouvert le système de présentation principal de l'hôtel. 90 secondes. C'est tout ce dont j'ai besoin pour créer un nouveau diaporama. J'ai travaillé méthodiquement, insérant des images, le dépôt de bilan, l'avis de saisie sur le domaine des hantons, le reçu du paiement en espèces avec la signature de Béatrice, et la pièce de résistance, les images de vidéosurveillance montrant Béatrice remettant une enveloppe au technicien du son. J'ai synchronisé le flux visuel avec les journaux audio localisés du micro directionnel de la cabine. Le résultat était une preuve de qualité cinématographique. J'ai mis le diaporama en file d'attente pour qu'il soit diffusé sur tous les écrans de la salle de bal, annulant toute autre entrée. Niveau de priorité 1. Aucune option d'annulation manuelle.
Puis j'ai accédé au système de gestion de la sécurité et j'ai déverrouillé à distance 2 portes, ce local de serveur et ma suite bureautique privée à l'étage exécutif. J'ai vérifié ma montre. Le toast était prévu pour 8 heures. J'avais 60 minutes pour monter à ma suite exécutive, où ma robe de gala d'urgence était suspendue dans le placard, et me préparer pour l'acte final. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marcus, « Madame, tout va bien ?» J'ai vu la sécurité emmener quelqu'un vers la détention. J'ai répondu, « Je vais bien. » N'interviens pas. Tout se déroule exactement comme prévu. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Marcus sait qu'il ne faut pas me questionner quand j'utilise ce ton. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je me suis déconnecté du terminal. La porte du local s'est ouverte d'un déclic quand je l'ai poussée. Le couloir était vide. Tout le monde était dans la salle de bal, se préparant pour le service du dîner, attendant le toast touchant qui n'arriverait jamais. Je me suis arrêté sur le seuil et j'ai regardé en arrière, vers la petite pièce. Les Sterling pensent avoir gagné. Ils pensent avoir neutralisé la menace, humilié la semeuse de troubles, protégé leur arnaque. J'ai murmuré à l'air vide, « Maintenant, voyons ce que tu vaux vraiment, Béatrice. » Puis je me suis dirigé vers les escaliers de service, me déplaçant dans mon propre hôtel comme un fantôme, prêt à me défaire de cette peau d'emprunt et à leur montrer qui possède exactement le sol sur lequel ils se tiennent. La salle de bal scintillait comme une boîte à bijoux sous les lustres. 200 invités s'installaient à leur place, les flûtes de champagne captant la lumière. Cassidy était assise à la table d'honneur dans sa robe ivoire, radieuse et sans méfiance. 2 clans lui tenaient la main. Mon père se tenait près du bar, riant à quelque chose que Monsieur Sterling venait de dire. À côté de lui, Linda ajustait son châle, l'air ravi d'être simplement incluse. Béatrice Sterling s'est glissée jusqu'au micro, sa robe émeraude attirant tous les regards. Elle a tapoté le micro 2 fois. La salle s'est tue. Bonsoir à tous. Son sourire était assez acéré pour couper du verre. Quelle belle célébration de l'amour nous vivons ce soir. Elle a fait une pause, laissant le moment s'étirer. Ses yeux ont trouvé Cassidy, et quelque chose de cruel y a vacillé. Et maintenant, un montage vidéo spécial pour célébrer la vraie Cassidy que nous connaissons et aimons tous. Les lumières ont baissé. Les invités ont murmuré avec appréciation, se calant dans leur siège avec leur champagne. J'observais depuis le balcon de la mezzanine, ma robe de soie bleu nuit contrastant fortement avec le gilet de serveur que je portais 1 heure plus tôt. Le tissu tombait en cascade autour de mes pieds, cher et lourd. Mes cheveux étaient maintenant lâchés, des vagues souples encadrant un visage qui avait été nettoyé de la vapeur de la cuisine et de l'humiliation. Marcus se tenait derrière moi, solide comme un mur, bloquant les escaliers. Les écrans LED massifs ont vacillé, puis se sont éteints. La confusion a parcouru la foule. Le sourire de Béatrice a vacillé. Elle a tapoté ses ongles manucurés contre le micro, le son amplifié par les haut-parleurs. Difficulté technique, a-t-elle dit, la voix tendue. Juste un instant. Je me suis penché en avant, les mains posées sur la balustrade du balcon. Le système de sonorisation a grésillé, et ma voix emplit la salle de bal, calme et froide comme l'hiver. Je crains que cette vidéo ne soit pas disponible, Béatrice. Mais j'ai trouvé d'autres fichiers intéressants que vous pourriez vouloir voir. Toutes les têtes se sont tournées, cherchant la source. Je suis entré dans la lumière qui tombait du lustre suspendu. Les murmures ont enflé. Qui est-ce? C'est la serveuse de tout à l'heure? Le visage de Béatrice est devenu blanc. Preston s'est retourné brusquement, son champagne se renversant sur la nappe. La bouche de mon père s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Les écrans se sont allumés avec une clarté dévastatrice. Diapositive 1, document de faillite du passé, en noir et blanc austère. Sterling Industries LLC, chapitre 11. Dépôt daté d'il y a exactement 2 semaines. Le numéro de dossier trônait en haut, officiel et accablant. J'ai entendu la prise d'air aiguë des investisseurs assis près du devant. Diapositive 2, avis de saisie sur le domaine des Hantons. Bien saisi. Le logo de la banque brillait dans le coin, impossible à falsifier. Diapositive 3, relevé bancaire indiquant refusé, fonds insuffisants sur la carte noire des Sterling, celle utilisée pour payer la réception de ce soir. Montant de la transaction, 62 500 €. Horodatage, il y a 4 heures. Diapositive 4, image de vidéosurveillance de la cabine audiovisuelle.
Béatrice, prise en parfaite haute définition, remettant une liasse de billets au technicien du son. Grâce à ma synchronisation audio, sa voix a retenti, cristalline, à travers les haut-parleurs, nous devons briser son esprit, pour qu'elle sache qui la possède. La salle de bal a éclaté. Les invités ont sorti leur téléphone. Les flashs des appareils photo ont crépité comme de minuscules feux d'artifice. J'ai observé la table des Sterling alors que leur monde s'effondrait en temps réel. Ma voix a percé le chaos. Et concernant votre paiement final pour la réception de ce soir, Madame Sterling, j'ai brandi ma tablette, l'écran tourné vers la foule. La transaction refusée brillait en rouge. Votre carte n'a pas eu de problème technique. C'était un refus net. Fonds insuffisants. Vous êtes en faillite. Béatrice s'est jetée sur le micro, mais la sécurité de l'hôtel est apparue de l'ombre, lui barrant le chemin. Elle s'est retournée contre eux, la voix stridente. Écartez-vous. Je poursuivrai tout cet hôtel en justice. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes en grand. Le voiturier de ce matin, celui qui s'était moqué de mon camion, s'est précipité, les yeux fous. Monsieur Preston Sterling, la société de recouvrement remorque votre Ferrari. Ils disent que le leasing a 3 mois de retard. Preston a bondi de sa chaise, renversant des flûtes de champagne. Son visage a viré au violet. C'est impossible. J'ai payé ça. Avec quel argent, a crié quelqu'un depuis les tables des investisseurs. Des rires, les secs, ont parcouru la foule. Le sang-froid de Béatrice s'est brisé. Elle a griffé l'agent de sécurité, son mascara coulant sur son visage. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Savez-vous qui nous sommes? Des escrocs en faillite, ai-je dit doucement, mais le système de sonorisation a porté chaque syllabe. Deux clans se tenaient, figés, à côté de Cassidy, des larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas, sa voix s'est brisée. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Cassidy a regardé les écrans, puis m'a regardé, sur le balcon. La reconnaissance a lentement fait son chemin, l'incrédulité peinte sur ses traits. La sœur à qui elle avait demandé d'utiliser l'entrée de service. La sœur dont elle avait honte. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il en devienne douloureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse Moore. Je suis la propriétaire du Moore Hospitality Group, qui inclut cet hôtel. Je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai regardé directement mon père. Sa main agrippait la rampe du bar, ses jointures blanches. On m'a demandé d'utiliser l'entrée de service aujourd'hui parce que mon camion embarrassait ma famille. Alors j'ai servi des boissons et j'ai regardé les Sterling comploter pour détruire psychologiquement ma sœur, pour de l'argent qu'ils n'ont pas. Robert a essayé de parler. Sa bouche a bougé, mais rien n'est sorti. Linda, à côté de lui, était devenue complètement immobile, ses yeux balayant la pièce comme pour calculer la sortie la plus rapide. Je me suis tourné vers Cassidy. Son visage était pâle, ses yeux grands et humides. Le mariage peut continuer si tu le veux, mais les Sterling doivent 62 500 € à cet hôtel. Ils ne peuvent pas payer. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. C'est à toi de prendre cette décision, pas à moi. Puis j'ai fait face à Béatrice. Elle s'était effondrée contre l'agent de sécurité, sa robe émeraude froissée. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux avant que je ne porte plainte pour fraude et vol de service. Preston a fait une dernière tentative désespérée, attrapant le micro sur la table d'honneur. Marcus s'est déplacé comme de l'eau, s'interposant entre lui et l'équipement. 2 autres agents de sécurité sont apparus, leur présence silencieuse mais sans équivoque. Les investisseurs partaient déjà, le dégoût évident dans leur départ précipité. J'entendais des bribes de conversation flotter. Chapitre 11, 2 semaines avant un mariage. Ce plan de vidéo était psychotique. J'ai failli investir avec eux le mois dernier. Les sanglots de Béatrice ont résonné dans la salle de bal alors que l'équipe de sécurité escortait la famille Sterling vers la sortie. Preston n'arrêtait pas de se retourner, essayant de croiser le regard de Declan, mais Declan ne le regardait pas, ne regardait personne. Je suis resté sur le balcon, observant les décombres en contrebas. Les écrans s'étaient éteints. Les lustres semblaient trop brillants maintenant, illuminant chaque visage choqué, chaque conversation chuchotée, chaque téléphone enregistrant ce moment pour la postérité. Cassidy n'avait toujours pas bougé. Elle était assise à la table d'honneur, dans sa magnifique robe, fixant ses mains. Mon père se tenait seul au bar, et pour la première fois de ma vie, il avait l'air petit.
J'ai redressé les épaules. Marcus a hoché la tête une fois, professionnel et parfait. Ensemble, nous avons descendu les escaliers pour gérer la suite. Les Sterling ont fui à travers le hall comme des cafards quand on allume la lumière. Béatrice serrait son sac à main contre sa poitrine, le visage de Preston tordu de fureur, alors que les invités levaient leur téléphone. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des pétards. Leurs sanglots résonnaient sur les sols en marbre, pathétiques et aigus. Dehors, une dépanneuse a accroché la Ferrari de Preston, le dépanneur sifflant en travaillant. Marcus coordonnait avec la sécurité de l'hôtel près du bureau du concierge, sa voix sèche et professionnelle alors qu'il déposait la plainte à la police pour vol de service. 62 500 €. J'ai observé depuis la mezzanine, un verre de vin à la main, sans rien ressentir. La salle de bal s'est vidée lentement. Robert Moore se tenait seul près de la table d'honneur, me regardant comme s'il voyait une étrangère. Il s'est approché de moi, la main tendue, son expression prise entre le choc et le calcul. « Héloïse, je ne savais pas que tu possédais. Je veux dire, si tu m'avais dit que tu avais réussi. » Je suis passé devant lui. Mon épaule ne l'a même pas frôlé. Il était invisible maintenant, de la même manière qu'il m'avait rendu invisible toute ma vie. L'homme qui m'avait dit d'utiliser l'entrée de service n'obtiendra rien de moi. Ni ma colère, ni mon pardon, juste l'absence. Linda a essayé de suivre, ses talons claquant frénétiquement. « Héloïse, attends, on peut en parler. Pense à la réputation de la famille. » J'ai continué à marcher. Les portes de la terrasse se sont refermées derrière moi, coupant sa voix stridente. Cassidy était assise sur les marches en pierre, dans sa robe de mariée, le mascara striant son visage en rivière sombre. La soie s'étalait autour d'elle comme du lait renversé. Declan était assis à côté d'elle, sans la toucher, juste présent. Son nœud papillon pendait, lâche, autour de son cou. « Je ne savais pas », a-t-il murmuré à nouveau. « Je le jure devant Dieu, je vais arranger ça. » Je me suis approché prudemment, mes talons silencieux sur la pierre. Je me suis assise de l'autre côté de Cassidy, laissant un espace entre nous. Le jardin sentait le jasmin et l'herbe coupée. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, la voix de Cassidy a brisé le silence. « Tu possèdes cet hôtel ? » ?»« Oui. »« Et tu as utilisé l'entrée de service parce que je te l'ai demandé ? » ?»« Oui. » Son sanglot était petit et brisé. « Je suis tellement désolé. » J'ai sorti un contrat de ma pochette, le papier craquant et officiel. La facture de l'hôtel est de 62 500 €. Je ne la paierai pas. Si vous voulez être des adultes, vous la paierez. Declan a levé les yeux, quelque chose de désespéré vacillant dans son regard. Comment ? En travaillant. J'ai posé le contrat entre eux. Je vous offre à tous les deux des contrats de travail. Cassidy, service de blanchisserie. Declan, bagagiste. Salaire minimum, 15 € de l'heure. Double service et week-end. Il faudra environ 6 mois de travail exténuant, si vous vivez modestement. Cassidy a regardé le papier, puis moi. Tu es sérieuse ? Complètement. J'ai croisé son regard. Ou bien, tu t'en vas et tu laisses ton père s'en occuper. Declan a pris le stylo le premier. Sa signature était tremblante mais délibérée. Cassidy l'a regardé. Elle a baissé les yeux sur ses mains, ses ongles parfaitement manucurés pour une vie de loisir qu'elle croyait s'être assurée. Puis elle a regardé le papier rugueux et industriel du contrat. Elle a pris une inspiration, a pris le stylo, et a signé. Sa main tremblait, mais elle n'a pas arrêté. 6 mois se sont écoulés, en fragments. Cassidy, en sueur dans la blanchisserie industrielle, ses ongles cassés et à vif. Declan, traînant des bagages sur d'interminables volets d'escalier, son uniforme trempé. Tous deux, mangeant des sandwichs sur le bord du quai de chargement, riant de quelque chose de stupide. Leur petit appartement, avec des meubles de seconde main et aucune prétention, juste le travail, le repos et la liberté lente et douloureuse, loin du statut factice. 1 an plus tard, le jardin du Grand Oakhaven fleurit de blanc et d'or. Cassidy porte une simple robe de coton. Pas de voile. Pas de traîne. Elle rayonne d'une manière que son premier mariage n'a jamais capturée. Declan porte un costume qu'il a acheté lui-même. Sur mesure, mais abordable. Vrai. Avant la cérémonie, Cassidy fait un choix.
Au lieu de la grande entrée du hall, elle se dirige vers la porte de service. Jimmy, l'agent de sécurité qui a tout vu cette nuit-là, sourit et la lui tient ouverte. Cassidy lui tape dans la main. Merci, Jimmy. Elle traverse la cuisine, où le chef Laurent hoche la tête avec approbation, passe par la porte latérale de la salle de bal et entre dans le jardin. Même entrée. Signification complètement différente. Pas la honte maintenant. L'humilité. La fierté du travail. La liberté. J'observe depuis le jardin, Marcus à mes côtés. Tu penses qu'ils vont y arriver, demande-t-il. J'ai souri. Ils y sont déjà arrivés. Ils ont choisi la réalité plutôt que le fantasme. C'est la partie la plus difficile. Robert et Linda n'ont pas été invités. La liste des invités est restreinte. Des gens qui étaient présents quand tout s'est effondré. La cérémonie commence, et ma voix murmure dans mes pensées. Certains pensent que j'ai été cruel. Je leur ai donné la dignité, pas de l'argent. Je leur ai donné la chance de construire quelque chose de réel au lieu de vivre un mensonge. Le sang n'excuse pas la violation de propriété. Et la famille, ce n'est pas ceux avec qui on est, c'est ceux qui sont là quand on se tient à l'entrée de service, et qui la franchissent avec vous.